Oui, bonjour. Nous sommes le 22 avril 2003 à l'Université de Paris 7 Denis Diderot sur le campus de Jussieu. Et je vais vous présenter la visioconférence numéro 2 dans le cadre de la sociologie de l'art et de la culture et en particulier des acteurs de l'art. Je vais vous présenter de la critique d'art d'hier et aujourd'hui. La question sous-jacente, comme toujours, pour ceux qui ont l'habitude de regarder les visioconférences art et art, notre grand titre est toujours suivi d'une question qui résume quelque peu toute la problématique du sujet. Donc la question sera: du critique d'art esthète au commissaire, point d'interrogation. Les personnes qui interviennent sur ce sujet sont Patrick Gilles Persin, le grand témoin, qui est critique d'art, Bernard Bois, qui est auteur de Rémy de Gourmont, qui sont livres parus au Cahier de Lerne, Robert Isler, chercheur et membre de Carrefour Télématique. Et je suis donc Lise Cormery, docteur de l'Université de Paris 7 Denis Diderot. Je vais vous parler donc des critiques d'art et de l'esthète au commissaire. Toutes ces communications sont consultables dans la collection Art et Art, collection que vous pouvez trouver à l'Université de Paris 7. Alors, les critiques d'art, est-ce que c'est un art de l'écriture au service de l'artiste ou serait-ce dorénavant une communication au service du critique? Je vous parlerai des critiques d'art selon les maîtres, du principe de l'accord de cœur de l'artiste, du critique d'art vu et analysé déjà par les grands maîtres, c'est-à-dire Ambroise Vollard par exemple. Est-ce que le marchand peut être aussi un critique, ou est-ce qu'on peut être un critique et aussi marchand? Je vous dirai quelques mots aussi de Georges Pompidou et des critiques d'art, du grand art de la critique d'art, c'est-à-dire Apollinaire, Karl Einstein, qui est théoricien de l'art des cubistes, Willem Oude. Puis on parlera de la valeur de l'art pour le critique, d'un grand art peut-être et sans doute perverti en communication dépravée, avec un point d'interrogation, quand l'État pousse le critique à l'autopromotion, du mea culpa de Greenberg. Greenberg est un grand critique d'art, il est à l'origine de la grande évolution de l'abstraction, et donc je vous parlerai du mea culpa de Greenberg, qui était pape de la dictature de l'abstraction, et qui, après des années et des années de défense de l'abstraction pure et dure, a dû faire son mea culpa en disant que la critique d'art ne pouvait pas être enfermée seulement dans une spécialité. Je vous dirai ensuite quelques mots des critiques d'art faussaires, que j'appelle trafiquants de monnaie de singe. Donc les critiques d'art. Je reprends ma question. Est-ce un art de l'écriture au service de l'artiste ou est-ce dorénavant une communication au service du critique? Alors, dans le dictionnaire, la critique d'art serait l'art d'analyser et d'apprécier les œuvres artistiques, et le critique d'art serait la personne qui analyse les œuvres littéraires ou artistiques. Alors, ces acteurs de l'art ont ceci de très particulier, contrairement aux autres. Par les autres, je veux dire les artistes, les marchands, les commissaires-priseurs,
les conservateurs, les experts, et les artistes, je pense que j'ai déjà dit, ils ont ceci de particulier qu'ils n'ont besoin d'aucune structure et d'aucune formation pour prétendre à être critique d'art. Historiquement, était critique d'art celui qui dirigeait les rubriques sur l'art dans les journaux à gros tirage, qui avait alors un lectorat fort important jusqu'aux années 75 environ. L'art en France était important dans la vie de la société et de ce fait, le critique d'art pouvait faire ou défaire une carrière. On a toujours ce même phénomène aux États-Unis, ceci est aussi le cas en France. Les grands critiques d'art peuvent avoir un pseudonyme, comme les artistes. Il leur permet de dissocier des fonctions. Il en est ainsi, par exemple, de Jean Clair, qui est haut fonctionnaire, directeur du musée Picasso, et qui est critique d'art aux ouvrages à tirage à succès. Marc Fumaroli aussi, professeur au Collège de France, est aussi le président de la Société des Amis du Louvre, qui déclare 60 000 membres et qui achète pour l'État, grâce à cotisation, 5 à 8 œuvres par an pour une somme d'environ 12 à 13 millions de francs. Il y a toutes sortes de critiques d'art, mais cela, je ne peux pas vous développer tout parce que ma communication serait trop longue. Alors, Degas, le grand peintre, se posait la question. Critique d'art, est-ce une profession? Anatole France, quant à lui, dira « Chez nous, le plus souvent, les critiques musicaux sont sourds et les critiques d'art aveugles. » Quant à moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que des maîtres sublimes et authentiques acteurs de l'art ont déclaré. Car le public lit-il vraiment ces textes le plus souvent au style hermétique, Je pars d'un principe que tout d'abord, on ne devrait écrire sur un artiste que si on a l'accord express de l'artiste. Je ne sais pas pourquoi, beaucoup de critiques d'art écrivent sur des artistes qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne connaissent pas le fond d'atelier, et cela me gêne beaucoup, parce que pour connaître une œuvre d'art ou un œuvre d'art, il faut absolument connaître l'œuvre à fond, ou alors on ne peut avoir qu'une impression, à mon avis, fugitive et quelque peu surfaite. Donc, personnellement, j'encouragerais le principe de l'accord de cœur de l'artiste, s'il est vivant toutefois. Rodin dira « C'est difficile de faire un livre, c'est comme de la sculpture. » Charles Maurice m'a lu un chapitre des cathédrales. C'était un livre sur Rodin. Je n'y ai rien compris. Il me fait mentir à chaque instant. C'est la raison pour laquelle il semble important d'avoir un accord de cœur de l'artiste qui soit d'accord avec ce que le critique d'art écrit. Ou si l'artiste n'est pas d'accord, au moins que le critique d'art explique que l'artiste n'est pas d'accord avec ce point de vue. Alors, Auguste Rodin disait des critiques d'art. Les critiques ne comprennent rien à l'art, pas plus en peinture qu'en sculpture. Ils n'en ont pas besoin. La voix de tout le monde doit primer. Et en cela, pour ceux qui suivent les visioconférences d'art et art, vous pourrez voir la visioconférence de Bernard Bachet, où en fait, c'est intéressant, le sculpteur Bernard Bachet tient exactement le même discours quant à son art. Ambroise Vollard dit au sujet des critiques d'art, dans mon livre Cézanne, je m'étais efforcé d'écrire simplement comme on parle, en évitant par-dessus tout de paraître faire de la critique d'art. Et pourtant, il a été tout à fait critiqué. Alors que les livres d'Ambroise Vollard, encore aujourd'hui, notamment Souvenir d'un collectionneur, sont des instruments de travail et de référence extraordinaires. Ce qui est intéressant, c'est que déjà Ambroise Vollard, en 1886, utilise le mot publiciste ou réclame pour qualifier un critique d'art.
On peut observer quand même que les critiques d'art en France, dans les médias, sont plutôt conventionnels et qu'ils sont héros des modes. Héros, H-E accent aigu, R-A-U-T-S. Vollard se souvient encore des critiques virulentes sur Cézanne qu'il défendait alors, puisqu'Ambroise Vollard a été le premier marchand de Cézanne, le premier à montrer Cézanne, tout comme il a été le premier à montrer Van Gogh et le premier à montrer Picasso. Vollard parle. Je rappellerai aussi ce jugement du critique d'art du Journal des artistes qui dénonçait la cauchemardesque vision de ces atrocités à l'huile dépassant aujourd'hui la mesure des fumisteries légalement permises. Il parlait de Cézanne. En 1917, c'est toujours Vollard qui parle, en pleine guerre, il y eut en Suisse une exposition de reliures allemandes. L'on pouvait y voir les éditions que j'avais publiées de Parallèlement et de Daphnis et Chloé, illustrées par Bonnard, et que les bibliophiles d'Outre-Rhin avaient pieusement accueillies dans le même temps qu'en France, elles étaient si peu appréciées. À cette occasion, le grand critique d'art allemand Meyer Grafe n'hésita pas à écrire dans la Gazette de Francfort qu'un livre comme Daphnis et Chloé, où tout s'équilibrait si parfaitement, papier, typographie, illustration, ne pourrait jamais être réalisé en Allemagne. Mais par contre, ces merveilleux livres reliés, livres d'art, avaient été très très mal accueillis par la critique d'art française. Toujours Vollard, je le cite, « C'était encore pire pour Van Gogh. Les plus audacieux n'arrivaient pas à encaisser sa peinture. » Toujours Vollard. « J'allais chez Madame Manet, où je trouvais en effet tout un ensemble de croquis du maître. Je sus plus tard qu'ils avaient déjà été offerts un peu partout, mais vainement, car à cette époque on méprisait les esquisses. Je pus acquérir le lot dédaigné, j'en fis une petite exposition qui obtint un vif succès auprès des artistes. » Dans le même temps, un critique d'art à l'événement parle à Vollard. « S'il vous déplaît de faire cette démarche, donnez-moi l'adresse du peintre, j'ai l'habitude. » Vollard. Son adresse? L'adresse de Monsieur Manet? Au Père-Lachaise, je crois. Le critique d'art. Comment? Il est mort? Vollard. Il y a plus de 10 ans. Ces quelques petites anecdotes nous donnent une idée de ce que peut être la critique d'art. En fait, un critique d'art peut faire beaucoup de bien, beaucoup de mal à un artiste, mais ce que nous défendons ici, c'est plutôt le critique d'art esthète qui aura comme contraire ce que l'on appellera aujourd'hui le commissaire d'exposition. Le 6 avril 1925, Canveller répond au peintre Signac qui lui avait posé cette double question. Un marchand doit-il faire de la critique ou un critique d'art doit-il faire le marchand? Canveller répond. Je suis très à l'aise pour répondre. J'écris pas mal sur la peinture pendant mes loisirs forcés. J'ai même publié 3 petits bouquins. Depuis que j'ai repris mes affaires, je n'ai plus écrit une ligne. Je ne veux pas dire que d'autres aient tort de vouloir concilier les deux, cela ne me regarde pas. Mais il ne m'a pas semblé que cela était possible pour moi. Comme le rappelle fort opportunément le président Georges Pompidou, sans les indépendants, quelque peu rebelles, marchands ou collectionneurs, nos musées seraient vides. Je cite Pompidou. Si l'État, les collectivités publiques avaient autant des impressionnistes, des fauves, des cubistes, des abstraits, acheté ce que la critique presque unanime considérait comme ridicule,
nous n'en serions pas réduits à mendier des dons, à compter sur la générosité de quelques héritiers pour garnir les cimaises de nos musées. Et je vais en finir parce que c'était simplement pour vous démontrer que, en règle générale, la critique d'art payée en monnaie sonnante et trébuchante a toujours été quelque peu à côté de l'art en marche, c'est-à-dire ce qui se fait dans la même période historique. Quelques mots pour rendre hommage à Karl Einstein, qui a été théoricien de l'art des cubistes. Il était critique d'art en Allemagne. Il a écrit de nombreuses critiques d'art très intéressantes. Donc pour ceux qui s'intéressent à la critique d'art, je ne peux que vous conseiller de lire Karl Einstein. Karl Einstein, qui était un vraiment critique d'art esthète, bien sûr, comme tout écrivain, avait beaucoup de mal à subsister. D'ailleurs finira par se suicider afin d'échapper aux Allemands. Wilhelm Oude aussi, pour ceux que ça intéresse. Wilhelm Oude est quelqu'un de très important qui a écrit des textes authentiques très intéressants sur la critique d'art. Donc vous voyez, on peut remarquer que Kahnweiler aussi a écrit des textes très intéressants, que au XXe siècle, la critique d'art a été très importante parmi les critiques de nationalité allemande. Parce que une idée reçue en France est que nous serions les seuls spécialistes de l'art, mais il s'avère que les Allemands ont fait un travail extrêmement important, aussi bien les marchands que les critiques d'art, sur le monde de l'art. Alors la question que je pose là, de la valeur marchande de l'art pour un critique, de la valeur affective de l'art pour un amateur critique. À la fin des années 50, Pierre de Ségur témoigne. Les critiques Jouffroy et Restagnier en tête préfaçaient à tour de bras les expositions et tentaient de nous refiler des gouaches, salaire habituel de leur dithyrambe. Ce qui s'oppose tout à fait à la vision d'un collectionneur d'art amoureux de l'art, ou même d'un marchand amoureux de l'art, qui ne revendra jamais des œuvres qui leur auront été offertes par des artistes. Donc on voit que certains critiques d'art, en fait, considèrent l'œuvre d'art offerte par l'artiste comme une vulgaire marchandise et non pas comme une œuvre d'art qui est le cadeau d'un ami. Donc on voit que sociologiquement, on a affaire à des acteurs de l'art qui ont une vision tout à fait opposée de l'art. L'un, les critiques d'art évoqués plus haut, qui considèrent la gouache offerte par l'artiste comme une vulgaire marchandise, et les vrais collectionneurs, les vrais amateurs d'art, les vrais marchands d'art, qui, lorsqu'ils ont un cadeau offert par un artiste, ne s'en déferont pas. Peut-être que leurs descendants le feront, mais eux ne le feront jamais. Alors, il y a un cas qui est intéressant à évoquer, c'est l'usurpation de l'origine des nouveaux réalistes et de l'usurpation du dossier des Olympiades des Arts. Vous pourrez voir par exemple que Iris Clerc est à l'origine des nouveaux réalistes et non pas les critiques d'art qui sont fait connaître ensuite en faisant croire au public qu'ils avaient lancé les nouveaux réalistes. C'est bien Iris Clerc qui l'a fait. Alors, ce que l'on constate en cette fin de siècle, du XXe siècle et début du XXIe siècle,
c'est qu'en France, la critique d'art donc spontanée, authentique, je vous faisais référence donc à Oudeux tout à l'heure, à Einstein, à Kahnweiler, à certains critiques qui avaient côtoyé vraiment les artistes, qui allaient en atelier, qui étaient leurs amis, qui connaissaient leur œuvre de A jusqu'à Z, sont remplacés à partir d'une période historique en France, à partir de 1984 environ, par des commissaires. La terminologie déjà de commissaire nous gêne parce que elle fait appel à celle de la Révolution et de la Terreur. Donc ces commissaires, à partir des années 84, vont devenir des nouveaux acteurs et ils vont faire la pluie et le beau temps pour l'art en France. Ce sont eux qui vont choisir pour les musées, ce sont eux qui vont se faire payer par les artistes et malheureusement, mis à part quelques exceptions qui comme toujours confirment la règle, le plus souvent ne vont pas bien connaître l'atelier, mais vont, comment dire, aller dans le sens du vent de la mode. Hein. Donc ça, nous le déplorons parce que nous pensons que cela devrait nuire à la pérennité de la critique d'art, de l'art en France en règle générale. Et avant ces périodes historiques, il me paraît nécessaire de vous lire le Mea culpa de Greenberg, donc pape de la dictature de l'abstraction. Greenberg donc avait, je cite Jean Clair, fin 1973, Greenberg donnait à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne une conférence, la dernière, où, condamnant la pauvreté du minimalisme et de l'abstraction en général, il se livra du même coup à l'autocritique des thèses qu'il avait soutenues durant sa vie. Curieusement, on ne cite jamais en France, où elle a cependant été traduite, cette conférence, dernier état de sa pensée. Donc, pour en revenir à notre sujet, après, on assiste à partir des années, la fin des années 70, début des années 80, à des véritables critiques d'art faussaires, ce que j'appelle trafiquants de monnaie de singe. Mais c'était évoqué plus haut par Monsieur Ségur. Donc, on constate qu'en France, on assiste à une dérive, donc la dictature des commissaires et des inspecteurs. Yves Michaud, dans L'artiste et les commissaires, 4 essais non pas sur l'art contemporain mais sur ceux qui s'en occupent, dresse un état des lieux. Il y aurait selon lui un tourisme culturel officiel, payé par les citoyens et distribué par les administrations, où une foule d'accrédités de tout poil se presse. Et je le cite, « Au fait, savez-vous qui représentera les États-Unis à la Biennale de Sao Paulo? Vous y serez à quelle date ?» C'est-à-dire qu'il décrit des inspecteurs généraux, des commissaires généraux, qui sont dorénavant la seule voie pour dire quel art est achetable par l'État, quel art est bon, et c'est la raison pour laquelle on se retrouve, à partir des années 84 jusqu'à aujourd'hui, en France, dans un esthétiquement correct, artistiquement correct, politiquement correct, qui ferait que nous sommes complètement considérés comme stérilisés au niveau international. Donc on peut peut-être réagir en donnant dorénavant plus à voir qu'à lire, comme cela a été le cas pendant de nombreuses années. Donc pour cela que ça intéresse, je vous renvoie aux écrits dans la collection Art et Art. Quelques mots sur les associations de critiques d'art. On peut parler du syndicat de la presse artistique française. Il a été fondé en 1899 par Apollinaire. Il est financé par ses membres qui sont environ 500 dans les années 90. Le syndicat La Critique parisienne, association indépendante, elle compte environ 300 membres. Et l'Association internationale des critiques d'art, qui est plutôt institutionnelle, son siège social est 11 rue Berryer à Paris, dans le 8e.
Et comme toujours, je pose une question du choix, de la conscience ou du système avec un point d'interrogation. Et comme toujours, je ne pourrai vous dire que la même réponse. Bien entendu, le choix, c'est la conscience. L'art, c'est la lutte contre l'aliénation. L'art, c'est donner à voir au-delà des apparences. Donc, personnellement, je ne pourrais, en tant qu'auteur, que préconiser la conscience et le retour à la grande critique d'art esthète, dans la lignée d'Einstein, dans la lignée de Karl Einstein et de Houde, ou même de Ken Weller et de Vollard, c'est-à-dire le retour à la critique d'art de l'esthète, qui connaît très très bien l'œuvre d'art de l'artiste, qui le connaît, qui a l'accord de l'artiste pour que l'on écrive sur lui. Donc je vous remercie de votre attention. Vous pourrez retrouver donc tous ces écrits dans la critique d'art qui sera éditée dans la collection Art et Art. Je remercie ici Gilbert Sol, enseignant-chercheur Artemis de l'Université de Paris 7 de Denis Diderot, ainsi que Marie-Claude Vétréno-Soulard, professeure de l'UFR de sciences sociales, Université de Paris 7. Jacques Chatelot, responsable des visioconférences de Visio P7. Bruno Bourret, responsable informatique de Visio P7. Carrefour Télématique, association loi 1901. Art et Art, association loi 1901. Et donc vous avez la collection Art et Art à l'Université de Paris 7, avec un copyright de l'association Art et Art et de Lise Cormery. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt avec les visioconférences Art et Art qui ont lieu une fois par mois à l'Université de Paris 7. Merci.